leur fonction résidentielle se développe. La quête de confort devient une préoccupation majeure pour leurs commanditaires. À la longue, le donjon est délaissé au profit d'un bâtiment spécifique, un logis, construit sur la basse-cour, où réside le seigneur avec ses domestiques. Là, vous avez effectivement l'apparition d'espaces beaucoup plus propres à la résidence. Et pas la résidence de n'importe qui, c'est la résidence de celui qui exerce le pouvoir et de ses proches. Sa famille élargie, sa mesnie. Et on a tout au long du Moyen-Âge ce qu'on a un peu appelé la trilogie qui apparaît dès l'époque carolingienne dans les textes latins, aula, camera, capella. La salle d'apparat, la aula comme on dit en latin, le hall. Donc une grande salle au premier étage, à l'étage noble, où il y a le trône du seigneur, où l'on prend les repas, les banquets. C'est le lieu de convivialité. On dresse les tables sur des tréteaux et après le repas, on les retire. Vous avez une partie qui est plus privée. On l'appelle en latin la camera, la chambre. Et puis il y a un troisième lieu qui est la chapelle. La chapelle est non seulement le lieu de la liturgie, du culte, mais c'est aussi un lieu de culture puisqu'on y écrit. On conserve aussi quelques livres. C'est la bibliothèque qui est dans la chapelle. Donc le château est un lieu de résidence, c'est aussi un lieu de culture. On l'oublie trop souvent. La lumière constitue un élément de confort indispensable à la vie quotidienne des châtelains. Mais les premiers châteaux, encore rudimentaires, ont peu d'ouverture. Ce sont essentiellement des meurtrières. Au XIIIe siècle, de grandes fenêtres en arcade, les baies géminées, se généralisent sur les façades les moins menacées. Il y a des logis qui sont dans la cour, comme les maisons des XIIe siècle que l'on voit encore dans certaines villes, avec des très belles fenêtres géminées, assez ouvertes, et qu'on aimait profiter de la lumière naturelle, même si on n'avait pas de grandes belles vitres comme aujourd'hui, on avait assez tôt des vitraux, quand on n'avait pas des volets de bois, des toiles cirées aussi. Et puis on profitait aussi de la cheminée, des torches. Les ouvertures se logent alors dans une large niche percée dans l'épaisseur du mur et pourvue sur ses deux parois latérales de bancs de pierre, les coups-sièges. Les cheminées sont sans doute les éléments de confort qui apparaissent le plus tôt. Relativement modestes dans les premières forteresses du XIIe siècle, elles atteignent des degrés de sophistication dans les constructions plus tardives, car la cheminée est synonyme de prestige. La hotte est souvent décorée d'ornements. Les armoiries du maître des lieux, sa devise, des moulures, des décors richement sculptés, parfois peints et dorés. Ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve dans quelques textes rares, comme dans l'archéologie, des preuves d'un certain luxe dans les châteaux très tôt. Et en particulier pour tout ce qui concerne l'hygiène. Et on a des exemples dans des châteaux de bains privés, de latrines. Il y a toujours des latrines dans les châteaux. Après, il y a la préparation des repas, des cuisines, des lieux de vie. Donc toute une organisation, une distribution qui se complexifie. L'approvisionnement en eau est une nécessité vitale et l'une des préoccupations du seigneur. Indispensable à la vie quotidienne, elle l'est encore plus en cas de siège. La forteresse doit être autonome. Perchée sur un éperon, elle possède des citernes où l'eau de pluie est stockée, après avoir été filtrée par une couche de cailloux et de sable. En plaine, tout bon château possède un puits qui constitue un autre élément d'ornementation et de prestige. Les demeures des seigneurs les plus fortunés comportent un point d'eau dans les cuisines ou des canalisations captant des sources, parfois à plusieurs kilomètres.